d'Inates au Niger. Pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale autour de la table. Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso, bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Inoussa Ouedraogo de Bendré, bonjour. Bonjour, Seigneur. Dabadi Zumbara du journal Le Pays est également avec nous, bonjour. Et Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter, bonjour. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé le 29 juin dernier à Abuja au Nigeria de la création d'une monnaie commune. Ils se sont également accordés sur le nom de cette monnaie qui s'appellera ECO. Alors c'est une actualité que vous avez suivie. Comment appréciez-vous déjà ce vieux et ambitieux projet monétaire qui se concrétise peu à peu maintenant? Zungoana. Oui, en effet, ça semble être un serpent de mer, effectivement, puisque c'est depuis 1983 qu'on parlait de l'avènement d'une monnaie, mais beaucoup n'étaient pas contre. Au premier rang desquels il y avait le président Oufoué. Petit à petit, l'idée a fait son bonhomme de chemin et je crois que les choses se sont accélérées ces dernières années. Et le 1er avril dernier à Abuja, on a vu que les directeurs nationaux des banques centrales de l'espace CEDEAO, plus le commissariat macroéconomique de la CEDEAO, l'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et puis quelques universités se sont réunis et là ils ont pu en tout cas opter pour le logo et puis le nom de cette monnaie. Et c'est finalement le 55e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja le 29 juin que les chefs d'État ont donné le nom ECO à cette monnaie-là. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de cette monnaie? Est-ce que c'est une bonne chose pour ces 15 pays? Bon, on pourrait même prendre toute l'émission pour parler de ça. Je pense que du peu que je sais, ça a été calqué un peu sur l'euro. C'était calqué sur l'euro. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur la politique monétaire qui va être adoptée. Est-ce qu'on va regarder les prix ou la croissance? Bon, on a parlé aussi les critères de convergence. Voilà, tout ça, on aura le temps de revenir là-dessus. Mais il y en a déjà qui pensent que c'est un grand pas vers l'intégration régionale parce que l'Europe aussi a commencé par ça. Aujourd'hui, l'euro, c'est vraiment l'intégration européenne. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus. D'accord, oui, vraiment. Oui, déjà, effectivement, c'est une très bonne chose, effectivement, que les 15 pays de l'espace CEDEAO se donnent le moyen d'avoir une monnaie commune. C'est le signe qu'au-delà de l'intégration politique, sociale et culturelle, il y a aussi, effectivement, un effort dans le sens d'une réelle intégration économique. Parce que quand vous prenez ces espaces-là, c'est des espaces économiques par excellence. Malheureusement, dans ces mêmes espaces, vous avez plusieurs pays, plusieurs monnaies, donc qui fait que effectivement, même les questions d'échange, ça pose effectivement un certain nombre de difficultés. Maintenant, effectivement, que les chefs d'État se sont engagés. Il faut le dire, en fait, qu'ils entérinent un débat, parce que ces dernières années, la question de la monnaie africaine, en tout cas la monnaie commune au niveau des États africains, commençait effectivement à poser, à être un vrai débat au niveau... Il y a des gens qui disent, ou qui pensent en tout cas que peut-être que la question a été un peu plus accélérée, peut-être grâce justement à cette pression de la société civile, notamment qui a exercé sur les chefs d'État. Ce qui est sûr, il y avait déjà débat, surtout sur le franc CFA et sa déconnexion avec le trésor français. Ça, c'était un débat effectivement qui avait commencé à faire beaucoup, en tout cas dans les pays, en tout cas fait beaucoup d'étapes dans les pays surtout francophones. Mais au-delà du franc CFA aussi, c'est de voir est-ce que les différentes monnaies que nous avons en Afrique de l'Ouest dans l'espace CEDEAO, est-ce que ça crée les conditions ou les critères nécessaires pour permettre à nos économies d'avoir un envol suffisant. Donc autour de ces questions, effectivement, peut-être que les experts nous diront à un moment donné, effectivement, la question, le blocage politique semble être levé, parce que jusque-là, on disait que le problème était plus politique que technique. Donc,
on a une réelle volonté donc politique. on a franchi effectivement, Oui. apparemment, ce blocage politique. Il reste maintenant les questions techniques. Et les questions techniques, effectivement, ça va poser les questions des critères de convergence, ça va poser les questions, effectivement, de à quel niveau ça va être arrimé. Est-ce que c'est par rapport ou bien c'est une déconnexion totale de toutes les autres monnaies? Oui, on va revenir sur cette question de déconnexion qui Voilà. n'est pas réglée, je pense, entre les Exactement. pays Donc, qui ont le franc CFA en partage et les autres. Réglés, Oui. parce que ce qu'il faut éviter, c'est de faire comme les indépendances politiques où effectivement on dit vous êtes indépendant, mais techniquement on voit que les liens existent et nos dirigeants sont obligés parfois d'aller faire allégeance. On reviendra sur cette question, en tout cas, de trésorerie. Alors, Dabadi, il y a des discussions aussi autour du nom qui a été finalement adopté pour cette monnaie. Il y a des gens qui pensent qu'il fallait peut-être un nom beaucoup plus original, un nom africain pour appeler cette monnaie de 15. Ben, je pense que oui, ils n'ont pas tort aussi, il faut le comprendre, parce que comme on veut que ça soit vraiment notre monnaie, on voudrait effectivement que le nom soit original, que ça soit peut-être une appellation africaine, mais ECO, en fait, ça vient aussi de CEDEAO en anglais, ECOWAS. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre aussi la décision des chefs d'État, ou bien même de ceux qui ont proposé, qui ont fait la proposition. Bon, je pense qu'il faut, à mon avis, saluer la détermination des chefs d'État qui ont finalement compris la nécessité d'avoir cette monnaie, parce que au-delà des questions, des aspects économiques, il y a quand même que c'est une question de souveraineté qui est en jeu. Et je pense que depuis 1945, on est toujours effectivement avec les Français. Et donc, aujourd'hui, je pense quand même que si on veut véritablement maîtriser, prendre notre destin en main, on ne peut pas le faire uniquement sur le plan politique. Il faut que la monnaie aussi suive. Et donc, je pense que ce projet, à mon avis, est un projet ambitieux, d'autant plus qu'il y a quand même des avancées déjà dont on peut s'en réjouir. On l'a dit tout à l'heure, le nom a été adopté, c'est déjà quelque chose. Et donc, je pense que toute l'armada est en train d'être mise en œuvre pour que véritablement on puisse avoir cette monnaie. Alors, vous avez parlé, vous avez dit le mot souveraineté. Oui. Alors, Ouedraogo donc a parlé donc de cette déconnexion. Finalement, est-ce qu'on va avoir une réelle déconnexion vu que la question des trésoreries se pose toujours? On se demande où donc les trésors donc de l'ECO vont être situés. D'aucuns parlent de la France pour le pays donc du franc CFA et du Nigeria pour les autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si les trésors, en tout cas de l'ECO, restent en France, on peut parler véritablement d'une monnaie africaine ou bien d'une volonté politique réelle d'aller à l'indépendance économique? En tout cas, l'idéal, c'est que cette monnaie soit complètement déconnectée. Si nous voulons prendre nos responsabilités, il faut que nous nous assumions jusqu'au bout et comprendre que ça a trop duré. Et nous devons aussi avoir le courage de nous interroger sur ce que nous avons gagné avec le franc CFA et avec la France. Parce que depuis 1945, on est là-dedans. Mais quel est l'état de nos économies? On nous dit qu'en restant avec arrimé à l'euro et autres, on est beaucoup plus crédible à l'international. On parle de stabilité. Oui, mais c'est des histoires qu'on nous raconte. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais il y a des pays qui ne sont pas dans le franc CFA, qui sont au niveau de la CEDEAO, mais qui ne sont pas moins crédibles que ceux qui utilisent le franc CFA. De ce point de vue, je pense que c'est un débat technique qu'on utilise tout le temps pour embrouiller les Africains chaque fois qu'ils veulent faire un pas en avant vers la liberté, vers plus de responsabilité, vers l'indépendance. Et pour moi, le débat ne se pose pas en ces termes. Le débat se pose beaucoup plus en termes de voulons-nous, oui ou non, une monnaie? Voulons-nous définitivement nous assumer, oui ou non? Si oui, nous avons les spécialistes qu'il faut, nous avons les éléments nécessaires pour pouvoir construire cette monnaie-là. Et je pense que 83 aujourd'hui, ça a trop duré. Vous n'allez pas me dire qu'après 40 ans, nous ne sommes pas suffisamment prêts pour lancer cette monnaie. Et du reste, comme les uns et les autres l'ont dit, au niveau technique, le débat se posait moins. C'est au niveau politique que le débat se posait beaucoup plus, à savoir que certains chefs d'État n'étaient pas
trop d'accord pour aller notamment à cette monnaie-là, je pense au Sénégal et dans une moindre mesure à la Côte d'Ivoire. Oui. Mais dans tous les cas, c'est une avancée notable. Il appartient maintenant aux organisations de la société civile et de façon globale au peuple de la sous-région ouest africaine de s'approprier ce débat-là. Il ne faut pas que ça soit seulement un débat d'intellectuels, de techniciens et autres, mais que le peuple puisse s'en approprier et voir dans quelle mesure cela pourrait contribuer à l'indépendance des États africains. D'accord. Réaction sur cette question de trésorerie et d'indépendance, oui. Vraiment, très rapidement. Il y a comme... de ce que j'ai pu lire, c'est qu'on dit pour les États anglophones, le trésor sera basé au Nigeria, et pour les francophones, on aura Abidjan et Paris. Abidjan pour le siège de la banque. Le siège de la banque centrale. Le trésor, c'est pour Paris. Oui. Comment se fait-il que nos frères des pays anglophones peuvent se déconnecter de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et les lusophones et autres, peuvent se connecter de leur ancienne colonie, et nous, francophones, on n'est pas capable de nous déconnecter du trésor français. Il y a véritablement un débat, effectivement, il y a quelque chose qu'on ne nous explique pas à ce niveau. Parce qu'il faut effectivement qu'à ce niveau-là aussi, j'ai comme l'impression que les pays francophones continuent d'être le frein, c'est-à-dire c'est l'huile de frein qui bloque la machine effectivement pour aller à cette indépendance, à cette souveraineté financière au niveau oui, africain. mais là, il fait depuis 45, comme on l'a dit, on est toujours affilié à la France. Est-ce qu'on peut faire une rupture? Peut-être même que les autres ont dit se dire, mais peut-être que les autres ont dit se dire, bon, franchement, ces gens-là, ils nous bloquent depuis longtemps. S'ils veulent rester en France, créer les conditions pour les permettre de rester en France et puis on va avancer. Mais il faut effectivement que les débats soient relancés, effectivement. Qu'est-ce qui fait techniquement que nous ne sommes pas capables au niveau des pays francophones de nous déconnecter totalement du trésor français. Et ça, il faut qu'il y ait effectivement le débat. Passer le débat politique, il faut qu'on passe ces débats techniques et que les experts puissent nous expliquer, qu'on comprenne. Parce que nous voulons effectivement savoir pourquoi les autres peuvent s'émanciper de leur ancienne puissance et nous, francophones, on n'est pas capable de le faire. Justement, est-ce que la France est prête justement à laisser... Il n'a pas la France de laisser. Mais ça va dans l'intérêt de la France. La France, moi je dis, si moi je suis français, je vais soutenir effectivement que si ça défend les intérêts français, que la France persiste et maintienne effectivement que ces colonies-là dépendent toujours d'eux. Maintenant, nous prétendons être des États souverains, c'est à nous de prendre nos responsabilités vis-à-vis de la France. D'accord, oui, Zungourana. Oui, effectivement, la controverse même est très vive, même pas au niveau de l'Afrique. On se souvient de la salve du vice-président italien, lui qui disait que justement la France appauvrit l'Afrique par le CFA. Et quand on parle de cette déconnexion, on touche là le nœud gordien même du problème de la création d'une monnaie unique, parce que on va dans la théorie, comme vous dites, donc les fameux comptes d'opération qui ont été créés en 1962, c'est-à-dire que les Africains déposent 50% de ces réserves au trésor français. Aujourd'hui, on est autour de... Ça dépasse même aujourd'hui 50%, parce qu'on est autour de 10 milliards qui sont déposés au trésor français, c'est-à-dire 7 milliards pour la zone CEDEAO et puis 3 milliards pour la zone CEMAC. Donc, les Africains disent, autant prendre cet argent, quitte à trouver une institution financière internationale déposée là-bas, et puis quand on a besoin, on chose. Parce que le fait est là aussi que ces milliards déposés là-bas, depuis 60 ans, ces réserves n'ont jamais été débiteurs. Ça veut dire qu'on peut un peu se passer du trésor français. La seule fois où ces réserves-là ont baissé, c'était dans les années 90, et là, il y a eu la dévaluation. Voilà. 94, donc, 94. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui se pose effectivement le problème de cette déconnexion, mais il faut faire attention quand il nous dit, c'est vrai, mais quand on se déconnecte, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est l'euro, on est adossé à ça, c'est ça qui permet la parité du CFA à l'euro et puis la convertibilité. Si on se déconnecte, il va sans dire que la France, il y aura aussi des conséquences qu'on appelle le reporting. Le reporting, ça veut dire que s'il y a des risques, il y a des dettes, il va sans dire que la France aussi va... Voilà, non, c'est pour ça que je dis... Oui, de prendre les mesures nécessaires. Oui, c'est pour ça que je dis, on peut le faire, mais il faudra prendre tous les atouts pour voir la future banque centrale, effectivement,
où elle sera logée, parce que les gens aussi sont dubitatifs. Si on met ça à Abidjan ou en France, parce qu'aujourd'hui, certains aussi accusent par exemple les présidents Macky Sall et puis Alassane Ouattara d'être justement ceux qui ne veulent pas de cette déconnexion-là. Donc il y a ça. La flexibilité même, on revient à la flexibilité de l'éco. Est-ce que l'éco va être flexible comme par exemple le Naira ou le Cedi ou bien une monnaie hybride, voilà, ou bien une monnaie hybride comme la monnaie. Donc tout ça, c'est comme l'a dit Bourema, c'est des questions techniques et il faudra que vraiment nos banquiers là, vraiment voient clair pour ne pas vraiment, voilà, et pour ne pas mettre vraiment les chariots avant les bœufs, et puis après on va se retrouver et les gens vont ricaner. C'est ça aussi le problème. Réagir en juste 30 secondes. Je crois qu'il faut arrêter de faire peur aux Africains. Justement, c'est ce débat qui consiste à embrouiller les gens, à utiliser des termes allant dans le sens de prédire l'apocalypse si les Africains acceptaient et si les États, en tout cas de la sous-région ouest africaine, acceptaient d'aller vers cette monnaie-là. Il faut qu'on arrête d'infantiliser nos pays. Il faut que nous arrêtons de continuer à nous faire biberonner de cette façon-là. J'ai dit, nous avons les cadres qu'il faut, nous avons les intellectuels qu'il faut, nous avons le marché qu'il faut, nous avons les matières premières qu'il faut pour nous construire une économie solide. Maintenant, si nous avons peur des conséquences, mais ce n'est pas la peine d'aller. Sinon, pourquoi? Dans tous les cas, beaucoup disent dans tous les cas, c'est dans la douleur. C'est dans la douleur qu'on va. On ne peut pas vouloir de l'indépendance économique et en même temps avoir peur des conséquences de cette indépendance. Dernière réaction. Non, je pense qu'aucun changement notable ne peut s'opérer sans douleur. Ce n'est pas possible. Il faut un sacrifice. Et je pense que si on veut effectivement avoir notre monnaie à nous, entre guillemets, comme on le dit, mais il faut forcément déconnecter. Sinon, ça aura servi à quoi? S'il faut toujours rester dans le même système. Ça veut dire que c'est le nom seulement qu'on aura changé. Et ça, à mon avis, ça ne répond pas à une bonne politique. C'est vrai ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'on fait peur aux gens en disant, ah, s'il y a déconnexion, la monnaie sera ceci, les économies sont faibles, les États n'arrivent pas à constituer véritablement les budgets. Non, c'est une réalité. Est-ce que nous avons les infrastructures, la base, la structure? Bien sûr, nous les avons. Pour avoir une monnaie, voilà. Nous les avons, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens qui défendent parce qu'ils ont autre intérêt à défendre. Même quand on parle de côté politique et acquis, ce n'est pas véritablement réel. Parce qu'il y a Alassane toujours qu'aujourd'hui, dont la position n'est pas claire. Il prévoit même convoquer les chefs d'État le 12 juillet pour discuter afin de donner sa position définitive. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours des difficultés. C'est pour dire quoi? On essaie de faire croire aux gens que s'il y a des connexions, il y aura des répercussions graves sur le plan économique, il y a des investisseurs qui vont fuir, et donc, par conséquent, il ne faut pas le faire. Mais quand même, si on doit déposer 50% de nos réserves dans le trésor effectivement français, ça pose quand même un problème, qu'on soit sérieux. Et donc moi je pense que les Africains doivent être suffisamment responsables. Et cette monnaie doit pouvoir responsabiliser davantage les États africains. Je pense que c'est cela qu'il s'agit. On a bien compris. En 5 secondes, oui. Il n'y a pas de point. Effectivement, bon, il y a cette peur du saut dans l'inconnu. Mais même la France, aujourd'hui, souvent, traîne un peu le CFA comme un boulet. Et on a vu Macron, le 28 novembre, dit ici, en fait, quand on pose, c'est la même réponse. Les Africains, si les Africains décident de battre monnaie, la France est prête à les accompagner. Donc, il n'y a pas... Mais, je suis d'accord, et ça va se faire par césarienne, ben allons-y. D'accord. Alors, on va progresser, on va parler d'un autre sujet, de ce rapport du WANEP, il faut le préciser, qui a été repris donc par l'organisation non gouvernementale internationale, la Crisis Group, qui œuvre pour la prévention et la résolution des conflits. Donc, un rapport publié au cours donc des derniers jours. Alors, je vais peut-être tenter de résumer ce rapport qui pose des scénarios, en tout cas des sortes de projections sur les futures élections au Burkina Faso, notamment l'élection présidentielle et les législatives. Alors les scénarios, il y en a 3. Le premier est intitulé « Scénario du pire cas » que l'institution en tout cas trouve peu probable. C'est le scénario où les attaques terroristes se multiplient, installant une
instabilité totale dans le pays qui n'arrive pas à organiser les élections présidentielles et législatives, des tensions sociales et politiques autour de la non-tenue des élections et du risque du vide constitutionnel naissent. Les institutions sont paralysées, le président du Faso démissionne et une nouvelle transition donc s'enclenche. Ça, c'est le premier scénario. Je vais directement sur le deuxième. Alors, le deuxième qui est intitulé « Scénario du cas réaliste » qui paraît en tout cas probable pour l'institution. Donc, il s'agit donc d'un climat dans lequel donc la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la réduction donc des attaques terroristes sont constatées. Les élections se tiennent de manière transparente et sans violence majeure. Le troisième scénario est celui du meilleur cas. Alors selon l'institution, donc il est très peu probable donc que ce scénario se réalise pour l'organisation. Donc cela relève du miracle et serait l'hypothèse où la grande majorité des Burkinabés adhèrent aux appels à la cohésion nationale et au processus de réconciliation nationale en mettant l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Voilà donc les trois scénarios qui ont été donc publiés dans ce rapport. Que pensez-vous justement de ces rapports? Bourema. Non, je commence par le troisième scénario, en fait, qui est suffisamment interpellateur. Interpellateur parce qu'il dit, c'est un scénario idéalement, on dit, il est très peu probable. Alors que non, en fait, c'est là où effectivement on devrait y aller. Parce que si on veut aller à des élections, d'abord il faut effectivement que l'ensemble des acteurs consentent effectivement à renoncer à un certain nombre de positions antagonistes pour aller effectivement vers comment sortir le pays de la situation de crise dans laquelle on est plongé. Mais le rapport effectivement fait bien de dire qu'il est très peu probable parce que quand on regarde l'agitation qu'il y a au niveau des partis politiques, au niveau des différents acteurs politiques, on se rend compte qu'on est loin de la situation où tous consentent à dire voilà l'intérêt général, on va tous se mettre dans la défense de l'intérêt général pour voir comment on sort le pays de la situation dans laquelle il est aujourd'hui avant de penser aux élections. J'ai comme l'impression que ce qui agite les landerneaux politiques aujourd'hui, c'est plus comment on s'active pour aller aux élections, mais on ne se préoccupe même pas de savoir si les conditions sécuritaires d'abord, techniques et matérielles sont réunies pour aller aux élections. Ça, c'est un vrai problème et le rapport fait bien de pointer le doigt dessus. C'est là où il doit y avoir des débats. Le deuxième scénario, par rapport au fait qui est peu probable, effectivement, je crois qu'effectivement, quand on regarde la façon dont... Et c'est ça qui explique, c'est ça qui peut-être... Le deuxième scénario qui est fou, non? Qui est réaliste, c'est ça? Qui est réaliste plutôt. Qui est réaliste. Le deuxième scénario qui est réaliste, effectivement, semble effectivement conforme à une certaine... à la situation actuelle. Parce qu'on a comme l'impression que les politiques semblent pourraient se contenter à minimum d'une élection qui se tiendrait là où c'est possible. L'essentiel est qu'il y ait élection et qu'il puisse aller et qu'il y ait de la transparence. Même si on va voter à Ouagadougou, peut-être apparemment ça leur convient parce que personne ne pose véritablement est-ce que les conditions matérielles sont réunies aujourd'hui pour qu'on aille aux élections. Qu'on parle des élections de 2020. Ils sont même... Quand je vois même des partis qui sont prêts à dire, même si le parti doit éclater pour qu'on ait un candidat, pour qu'un tel ne soit pas candidat. On va les nommer non, c'est pas du CDP. Celui qui l'a dit. Non, c'est l'ancien député Mamadou Kouanda qui a dit effectivement que s'il faut que le CDP éclate pour que Edi ne soit pas candidat, et le CDP éclatera. Ça montre à quel point que même en interne, dans le cas d'un seul parti, du même parti politique, les gens ne sont même pas capables de créer la cohésion, la discipline interne pour préserver la paix et la stabilité. C'est pareil pour les partis au pouvoir. Quand vous regardez toutes les dissensions qu'on a à travers le pays, c'est exactement la même chose. L'IPC, pareil. Donc, si ces partis politiques, ces principaux partis politiques ne sont même pas capables de construire la cohésion interne au sein des partis, comment on peut compter si ces partis construisent la cohésion nationale? Que ces tensions au sein des partis, ça relève de la dynamique même des formations politiques. Il y a toujours des guerres internes qui naissent. Non, il y a le contexte qui doit imposer une certaine attitude responsable aux acteurs politiques, qui montre que, au-delà de leurs petites personnes, ils ont de la hauteur pour penser
au pays de façon générale et comment on construit la stabilité et la cohésion sociale. D'accord. Alors quand on prend le premier scénario, hein, il est chaotique, hein, si on peut le dire. Alors, mais il y a certains aussi qui donnent de la voix en disant que alors, le WANEP peut-être n'a pas le droit de prédire ou en tout cas de formuler donc, des hypothèses ou des scénarios de ce genre pour le Burkina Faso. Qu'en dites-vous? Non, moi je pense que c'est une organisation qui a fait un travail et de toute façon ce n'est pas une décision, c'est un rapport, on présente des situations et donc je pense que de ce point de vue, je ne comprends pas pourquoi des gens pensent que c'est exagéré ou qu'on ne devrait pas le faire. Bon, c'est vrai que le premier il est vraiment catastrophique parce que moi je suis beaucoup optimiste et donc je voudrais ne pas trop m'étaler sur le premier, mais je pense que le deuxième effectivement... Mais est-ce que justement il ne faut pas faire attention à ce genre de rapport également? Je suis d'accord qu'il faut faire attention, j'en viens justement. Pourquoi j'ai dit qu'il faut être optimiste? Il y a quand même des éléments qui nous permettent de l'être. Si je prends sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire sur le plan militaire, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le terrain et que la situation est en tout cas de moins en moins plus grave qu'avant. La situation n'est pas plus alarmante qu'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un nombre de déplacés important, dû certainement à la SECO aussi, qui est tout à fait compréhensible. Mais je ne pense pas que la situation d'aujourd'hui est plus grave qu'avant. Il y a effectivement aussi l'émergence des conflits communautaires, mais encore une fois, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à comprendre qu'en réalité, ces conflits communautaires ne sont que l'œuvre des terroristes. Et qu'il faut travailler à ce qu'il y ait la cohésion. Donc, il y a déjà des concertations, il y a le dialogue qui a été lancé dans ce sens, il y a des appels à des rassemblements. C'est vrai que tout le monde ne va pas adhérer, mais si je prends l'appel quand même de Maninga, il y a quand même des signatures qui se font chaque jour. Donc, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont conscients dans ce pays qu'il faut travailler à la cohésion. Alors, quand je prends sur le plan politique, on peut dire qu'effectivement, il y a une offre de dialogue qui a été lancée. Même si aujourd'hui, on ne sait pas où justement là où les choses qui a été lancé en fin avril. Là où les choses corsent à ce niveau, justement, ce sont les modalités pratique de ce dialogue. Et je pense que dès que celles-ci seront déterminées, ben, la machine va se mettre en œuvre. D'accord. Alors, sur le front vous social, êtes beaucoup plus optimiste, justement, en tout cas les différents scénarios qui ont été établis. On est bousculé par l'État, on va donner la parole à d'autres personnes. Inoussa, notamment, qui ne s'est pas prononcé encore sur la question, assez rapidement. Je pense que c'est une bonne chose déjà qu'on interpelle de cette façon-là nos leaders politiques, nos autorités en général. Parce que le rapport du WANEP, à mon avis, dit clairement les types de problèmes auxquels on pourrait faire face si éventuellement on ne prend pas telle ou telle décision en amont. Et c'est une façon d'interpeller nos autorités qui doivent vraiment anticiper. Parce qu'il ne faut pas attendre que ça arrive. Je me rappelle qu'en 2014, le président Jean-Baptiste Ouédraogo et certains leaders d'opinion au niveau du Burkina avaient établi un certain nombre de scénarios comme ça par rapport donc à la modification de l'article 37 et la tension politique à l'époque. On ne les a pas écoutés, malheureusement. Il y a un des scénarios en tout cas qui s'est réalisé, exactement catastrophe qui s'est confirmé. Oui. Donc aujourd'hui encore, on a l'avantage que une organisation pose un débat de fond. Il nous appartient de regarder sereinement, loin de nos calculs politiques et politiciens, loin de nos égoïsmes personnels, pour voir clairement ce qui peut être bon pour l'avenir du Burkina. Et de ce point de vue, je pense qu'il est temps, parce que nous sommes à 20 mois des élections, il est temps que aussi bien la CENI, le Conseil constitutionnel et les organisations politiques se mettent ensemble pour réfléchir à comment, dans le contexte actuel, on peut organiser des élections crédibles, libres et transparentes. Oui, alors pour rebondir sur ce qu'il a dit concernant ce rapport qui avait été fait donc, par l'ancien président et un collège donc, de quelques personnalités, il y a aussi en 2012, je crois, un conférencier français qui avait dit qu'après le problème au Mali, et le Burkina Faso allait être la prochaine sur la liste, il avait été hué, voilà, et après, on est dans une situation assez difficile pour dire sur le plan sécuritaire. Oui, et puis on oublie que le même WANEP a fait des recommandations. Oui. C'est parmi les trois scénarios-là, à la fin, ils ont fait des recommandations en mettant en exergue le dialogue.
il faut soutenir les dialogues initiés, même si ces dialogues sont en tout cas boiteux pour le moment. Ils ont interpellé les OSC et les médias de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et d'éviter les discours nauséeux et haineux. Donc ça quand même c'est important. C'est un travail, bon, je dirais scientifique entre choses parce qu'ils ont fait quand même un travail qui est assez intéressant. Maintenant, il appartient au gouvernement, vraiment aux acteurs de s'approprier ce travail-là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, mais moi aussi, je suis un peu optimiste. Je pense que, bon, à 15 mois, on est à 15 mois et pas 20 mois, on est à 15 mois ou 16 mois des élections. Voilà, c'est en novembre, donc bon, ouais, 2020, donc bon, 12 mois plus 5, bon, 17 mois, on est parce que, ouais, 17 mois, mais pas 20. Donc, à 17 mois de cette échéance-là, je pense aussi que, bon, avec ces interpellations, j'espère que les politiciens ne vont pas vraiment avoir l'œil seulement rivé sur les élections, comment je vais gagner, être reconduit, mais qu'ils vont aussi regarder l'existant, parce que si l'existant ne s'y prête pas, il n'y aura même pas élection. Donc je pense que c'est un travail qui fait foi. Il ne faut pas, il y a 3 scénarios. Maintenant, c'est au Burkina d'œuvrer pour trouver en tout cas un scénario, bon, pas catastrophique, mais en tout cas, qui va pouvoir le faire sortir de l'ornier et puis petit à petit, on va pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Oui, parlant des recommandations, peut-être une dernière réaction sur ce sujet. Alors, le rapport recommande notamment d'aller vers l'adoption de la nouvelle constitution, d'un nouveau code électoral inclusif et de l'approche de la réconciliation conduite par la tradition et la religion. Qu'en pensez-vous? Le code électoral. Déjà la question de... Est-ce que ce sont des conditions réalistes aujourd'hui dans les conditions actuelles? Là où il y a, par rapport par exemple à l'adoption de la Constitution, moi je ne vois pas en quoi effectivement la nouvelle Constitution peut créer les conditions de paix plus que l'actuelle. Ça, honnêtement, c'est cette question de Constitution. Peut-être qu'ils ont d'autres... Sinon, le projet de Constitution qu'on a aujourd'hui, moi, je ne vois pas en quoi ça va changer. Il n'est pas encore adopté. Il n'est pas encore adopté, mais je ne vois pas en quoi son adoption va créer les conditions. Par contre, la question du dialogue social et du dialogue politique, effectivement... Du code électoral, de la réconciliation nationale. Non, il y a le dialogue politique, il y a le code électoral. La question, le code électoral de façon inclusive, je crois que le problème qui avait été posé en 2015, il est levé automatiquement parce que, en fait, c'était pour les élections post-insurrection qu'on avait créé les conditions pour que les anciens qui avaient participé à la modification de l'article 37 ne puissent pas être candidats. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, que je crois que ces barrières-là ont déjà été levées et que tout le monde peut aller aux élections aujourd'hui. Le code qui a été adopté récemment a été adopté récemment, les débats qu'il y a, en fait, j'ai comme l'impression aussi qu'ils se sont laissés embarquer dans un débat qui nous amène un peu dans un débat conflictuel plus qu'il ne résout les problèmes. Par contre, la question, la résolution de problème posé par ce code électoral peut sortir du dialogue politique. Et le dialogue politique tel qu'il est engagé, il est effectivement mal engagé parce qu'il ne s'agit pas d'un dialogue entre acteurs politiques. Il faut qu'on sorte de là pour faire en sorte que ce soit un dialogue national qui inclut l'ensemble des acteurs. Parce que si les politiques, effectivement, sont ceux qui prétendent, qui concourent au suffrage pour avoir des ressources pour gagner, pour gouverner, il n'en reste pas moins que les élections concernent l'ensemble du peuple burkinabé, parce que c'est le peuple, effectivement, qui devrait aller choisir les gouvernants. Donc il faut qu'on travaille, effectivement, à faire en sorte qu'on crée les conditions où, effectivement, ces élections-là ne vont pas risquer de diviser les Burkinabés au lieu de les unir. Alors, réconciliation nationale conduite par la tradition et la religion. C'est l'idéal. Mais maintenant, comme on l'a dit, est-ce que avec le temps qui reste, c'est possible? La question reste posée. Parce que la question aujourd'hui sur la réconciliation, les gens sont divisés, on le sait. Parce que pour certains, il faut d'abord la justice, ensuite on fait la réconciliation. Ouais. C'est le meilleur chemin qui est proposé par le pouvoir et par certaines OSC également. Alors maintenant, il y en a aussi qui estiment qu'il faut aller tout de suite et maintenant à la réconciliation. Or, une réconciliation aussi des facettes ne va jamais, des façades, ne va jamais nous permettre de sortir de l'ornier. C'est ça la réalité également. Donc nous avons une échéance importante qui va venir dans quelques mois. Et donc si on entreprend quelque chose qui finalement n'aura pas un résultat positif, ça va diviser plus les Burkinabés qu'il n'en faut. Et donc je pense que ici, ce qu'il faut peut-être, c'est de mettre l'accent sur le dialogue politique. Comme
comme je l'ai dit, on n'a qu'un seul Burkina Faso, et ça, chacun est conscient. L'histoire nous enseigne que le Burkina n'a jamais courbé les signes face à l'adversité. Et donc je pense qu'il y a quand même des fils de ce pays qui vont comprendre à un moment donné que c'est assez et qu'il faut aller dans la bonne direction pour que l'élection puisse se tenir dans les meilleures conditions. Oui, en quelques secondes. Ibeka a été élu sous les bombes. Le président nigérien Mamadou Issoufou d'une certaine manière également. Donc je ne vois pas pourquoi au Burkina on ne pourrait pas organiser des élections sous le prétexte qu'il y a telle ou telle condition ou parce que l'insécurité est telle que ce n'est pas possible. D'accord. Ok, oui, Zungrana. Oui, je pense aussi qu'aujourd'hui, qu'on dise que le code électoral est chrysogène, bon, ça va être difficile parce que j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, il y en a qui reviennent. Moi, je ne suis pas pour. N'empêche que le WANEP l'a proposé, c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, pour le dialogue, je pense qu'aujourd'hui, on doit effectivement mettre l'accent sur le dialogue politique. Parce que on n'en peut pas, parce que déjà on est engagé dans une dynamique là. Il y a des procès, parce que ceux qui disent oui, c'est vraiment le cœur du débat. Ceux qui disent alors à la réconciliation, ils veulent en fait qu'on mette fin par exemple au procès, qu'on dit voilà, pardonnons-nous. Mais pardonner à qui? Parce que moi, pour pardonner, pour pardonner à quelqu'un, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il m'a fait et qu'il reconnaisse, qu'il batte sa culpe, qu'il reconnaisse qu'il a fait quelque chose. On se pardonne, on tourne la page. On l'a dit sur ce même plateau. Pour tourner la page, essayons quand même de niveler les problèmes. Est-ce que ça ne va pas prendre beaucoup de temps? Le temps de la justice, on oui, mais on y est déjà et je pense qu'on va on y est déjà et je pense que la réconciliation aussi c'est des actes, ce n'est pas seulement que la justice. On y est déjà, peut-être que je ne sais pas si le sujet fait par les pour la reprise des militaires. Par exemple, ça, des militaires radiés et policiers, ça c'est par exemple une posture qui participe à cette réconciliation-là. Mais aujourd'hui, dire il faut tout laisser tomber. C'est pour ça que je dis, si on avait su que dès le départ, on est pour la justice transitionnelle. Là, c'est des petits arrangements, on n'est pas trop regardant, comme la justice classique. Et puis, bon, on se pardonne, comme au Rwanda, les gachacha, on met les bourreaux et puis les victimes en face. On fait vraiment un brainstorming judiciaire. Et puis voilà, on fait des travaux d'intérêt commun. Et puis voilà. Mais là, on est dans la justice. Il faut quand même qu'il y ait justice, qu'il y ait des verdicts, quitte à ce que après, par exemple, le président du Faso fasse vraiment des remises de peine ou bien des choses, des grâces. Mais aujourd'hui, dit non, et beaucoup sont dans ça parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et on ne peut pas aussi, parce que la lutte du peuple burkinabé, l'insurrection aussi des 30 et 31 là, c'était aussi pour justement mettre fin à cette impunité là qui avait cours et à cette justice à double vitesse. On a bien compris donc votre position sur la question, on n'est plus par le temps. On va justement embrayer sur cette question que vous avez déjà évoquée, donc le Conseil des ministres du mercredi dernier qui a décidé de la réinsertion sociale des policiers et des militaires radiés en 2011, donc c'est sur recommandation du Ashkroun. Justement, Inoussa, comment vous appréciez cette décision du Conseil des ministres? C'est une décision qui était attendue il y a longtemps, parce que en 2011, ces militaires-là ont été radiés pour diverses raisons. Ils n'ont pas... En 2011. 2011. Oh, oui. En 2011. C'est ce qu'il a dit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, tous dans nos différents médias ont dit bon, c'est vrai qu'ils ont fauté. Ils ont même fait leur mea culpa en demandant pardon à tous ceux qu'ils ont dû choquer à cette période-là. Aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision de les intégrer à nouveau. C'est déjà une bonne chose. On n'a pas encore clarifié à quel moment ils vont être intégrés. Est-ce qu'ils vont repartir dans l'armée et dans la police, etc. Tout ça n'est pas encore défini, mais c'est une preuve qu'au niveau du Ashkroun, il y a un travail qui se fait et c'est une institution que les autorités aussi écoutent parce qu'ils ont contribué à mettre ça en place. Et de ce point de vue, je pense que cela peut contribuer au dégel. C'est un début de réconciliation nationale
il faut aller plus loin, mais il ne faut pas que ça soit un prétexte aussi pour continuer. Justement, est-ce que ça ne va pas être un précédent fâcheux qui, bon voilà, on commet des actes qui sont peut-être... Il y en a parmi, en tout cas, eux qui étaient innocents, c'est ce qui est ressorti, mais il y a des gens aussi qui ont posé des actes assez graves. Est-ce que ça ne va pas être un précédent pour dire après, bon voilà, même si on fait des choses, après, pour la réconciliation ou quelque chose comme ça, on peut peut-être se donner certains arguments de faire certaines choses. Si on veut être légaliste jusqu'au bout, on peut dire que ces policiers et militaires radiés ont été victimes d'injustice. Puisque, en fait, ce que le pouvoir aurait dû faire en son temps, ils ne l'ont pas fait. Au lendemain de la mutinerie, on aurait dû ouvrir des enquêtes, identifier formellement tous ceux qui ont participé à la mutinerie et puis appliquer les sanctions au détour, que ce soit ceux qui ont besoin des sanctions administratives, que ce soit des sanctions administratives, là où il doit y avoir des procès, qu'il y ait des procès. Parce que souvenez-vous qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Qui répond? On a radié les gens et en fait on a couvert ces morts-là d'impunité de façon, si on peut s'exprimer. Deuxièmement, on a sorti une liste dont il n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir établir réellement la culpabilité ou non de tous ces acteurs. Et ça pose effectivement un problème. Des gens ont commis des fautes et on a trouvé un groupe, on a tapé tout le monde, on a sanctionné dans l'État. Et ça pose effectivement un problème. Donc la reprise là, effectivement, ça répare plus ou moins une injustice, mais ça laisse une autre injustice quelque part. Parce que ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont perdu du matériel, qui ont subi les dégâts des mutineries, le mécanisme pour peut-être l'être. Voilà. Et pour préciser par rapport à la décision, à la recommandation de Ashkroun, en fait, leur intégration, c'est pour ça que le gouvernement parle d'intégration sociale. Oui. Ashkroun même propose, la proposition, c'est même pas de les réintégrer dans la police ou dans l'armée, c'est de les intégrer dans d'autres secteurs de l'administration. Là, il y a un problème encore, et je le répète, il faut qu'on arrête de croire qu'il y a des administrations où on peut reverser ceux qui sont indélicats, et il y a des administrations où il faut avoir des acteurs crédibles. Est-ce que vous pensez, comme Dieudonné, que ça participe à la réconciliation nationale? Ça participe au moins au dégel, parce qu'il y a quand même, c'est des centaines de pères de famille, effectivement. 633 militaires et 136 policiers, donc ça fait presque 800 personnes. Donc c'est 800 chefs de famille, effectivement, qui retrouvent de l'emploi. Et ça peut effectivement aider, ça peut contribuer effectivement à apaiser un peu les tensions. Oui. Non, moi je pense qu'effectivement il était quand même temps de vider ce dossier qui a fait couler beaucoup d'angles de salive. Je pense que c'est une épine de moins du pied du chef de l'État. Et cette décision, à mon avis, va contribuer quand même à apaiser les cœurs. C'est en cela que je rejoins Dieudonné Zoungrana lorsqu'il parle de réconciliation. C'est juste parce que c'est un dossier comme ça qu'il faut vider pour participer effectivement à un climat beaucoup plus serein, asseoir un climat beaucoup plus serein. Donc je pense que cette décision va réduire, pourrait-se dire, le taux de l'insécurité, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que ces éléments, certains d'entre eux avaient commencé à se livrer à des activités très peu catholiques, on l'a pu le constater, lors du démantèlement d'un réseau de malfrats, dont le cerveau n'était aucun des radiés. Et donc, voilà pourquoi certains se posent justement la question de l'opportunité. Mais moi, je pense, comme quelqu'un l'a dit, on répare une injustice, et donc c'était quand même important de le faire. D'autant plus que ces éléments ont fait acte de contrition. Donc, je ne vois pas pourquoi il fallait encore exactement laisser ce dossier continuer d'empoisonner la vie de la nation. Et donc, je pense que c'est une décision, à mon avis, qui est assez sage. Moi, je trouve beaucoup plus intéressant qu'effectivement certains soient intégrés dans d'autres secteurs que dans les secteurs de base. Donc vous ne partagez pas l'avis de... Je ne partage pas l'avis de Bourema, parce qu'aujourd'hui, certains ont posé des actes qui ne méritent plus qu'ils regagnent l'armée, ou en tout cas, certains ont déjà l'âge qu'ils ont. Si on doit aujourd'hui les reverser dans leur corps d'origine, ça va poser d'autres soucis. Et je trouve que la réinsertion vaut mieux que la réintégration. D'accord, oui. Oui, bon, 2 secondes. Bon, 2 secondes, je ne sais pas, parce que les autres... Oui, parce qu'on n'est plus par le temps. Oui, bon, je pense qu'il faut aussi se référer aux explications du président du Faso. En fait, l'idée, c'est vraiment cimenter davantage le vivre ensemble. Et je pense aussi que depuis cette mutinérite
aiguë là de 2011. Bon, ces gars ont quand même payé cher parce que ça fait 7 ou 8 ans. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui pendant 7 ou 8 ans n'a pas de travail, il a une famille, il a une femme, des enfants, je crois que vraiment ils ont soldé leur compte, si on veut bien voir, et ils méritent quand même, parce que aussi quand on faute là et on paye, on a le droit d'être réintégré. Peut-être qu'effectivement on fait une injustice, pas parce qu'à l'époque des gens sont morts, on a pillé des magasins, des gens... Bon, il y a vraiment des militaires, des politiques qui se sont portés, qui n'ont pas honoré la tenue. Mais 8 ans après, je pense qu'ils ont assez payé. Et pour le vivre ensemble, je pense que ce n'est pas trop... Le Burkina mérite bien. C'est un DDR qui ne dit pas son nom. Une démobilisation des Allemands et réinsertion qui ne dit pas son nom. Maintenant, il faut attendre de voir les modalités. Parce que quelqu'un qui était caporal, est-ce qu'on va le mettre sergent avant de le réintégrer dans la fonction publique? Ça, c'est des modalités qu'on verra. Mais l'idée même, je pense que c'est bon. Et comme l'a dit le président du Faso, c'est vraiment pour, en tout cas, renforcer davantage le vivre ensemble qui a été malmené ces derniers temps-là. D'accord, en tout cas un pardon national. Justement, est-ce qu'il faut pardonner à ceux donc, qui sont à l'origine des conflits fonciers, donc, qui ont fait 6 morts le week-end dernier dans le village de Sigena à Banfora, localité située donc, voilà, dans la commune de Banfora. Déjà, donc, comment analysez-vous ces conflits donc dans la Comoé, qui c'est pas le premier du genre? Oui, je pense qu'il faut d'abord déplorer ce qui s'est passé à Djongolo et Sitiena, parce que les affrontements auront finalement fait 7 morts, parce que 2 sont succombés de leurs blessures à l'hôpital à Bobo Dioulasso, ce qui porte le nombre de décès à 7. C'est extrêmement triste. Mais je pense que ces affrontements viennent nous rappeler l'urgence qu'il y a à mieux affiner le mode de cession des terres, et aussi, surtout, les mécanismes de résolution des conflits fonciers. Si l'État avait pris des dispositions, je pense qu'on n'en serait pas là, parce que c'est un problème qui date de plus de 20 ans. Et les autorités étaient bien au courant, mais personne n'a eu le courage de poser un véritable problème, et de trouver, enfin, poser un diagnostic et de sortir une solution. Donc, on a laissé la situation pourrie jusqu'à ce que ces populations qui vivaient en parfaite harmonie soient arrivées à se rentrer dedans et à se faire des morts. Et je pense que là, c'est extrêmement terrible. Donc, je trouve que c'est la rançon, en réalité. C'est moi qu'on a enregistré là, de laxisme de l'État. Et je pense qu'il faut que l'État arrête de jouer aux médecins après la mort. Il faut que l'État... On a bien compris votre position. La question foncière, si vous me permettez de terminer sur ce petit point-là, la question foncière aujourd'hui, à mon avis, est une véritable bombe sociale. Et l'État doit travailler à la désamorcer avant qu'elle ne s'explose. D'accord. Oui, alors Bourema voudrait réagir très rapidement. On ne fera qu'un tour de table sur ce sujet. Très rapidement que ce qui s'est passé effectivement dans la commune n'est que les reflets effectivement du danger que le foncier peut faire peser aujourd'hui de plus en plus sur nos communautés, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain. Regardez tout autour de nous, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a une pratique d'expropriation, ou en tout cas le foncier est devenu, il y a de nouveaux rapaces effectivement qui sont en train de s'accaparer des terres partout. Et ça fait que de plus en plus aussi les populations prennent conscience de l'importance du foncier, si bien que même l'administration, pour aller demander des terres pour ériger une infrastructure publique aujourd'hui, doit négocier dur avec les populations pour obtenir des accords avec des dédommagements parfois exagérés. Donc si on ne règle pas cette question, parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de communautés, la terre est devenue la principale source de richesse. Et celui qui touche effectivement au cœur, ou en tout cas à tout un espoir, et il faut effectivement préserver par tous les moyens. Et ce qui s'est passé dans ce village-là, effectivement, nous ramène dans ces 2 villages qui sont dans la commune de Banfora. C'est pas trop loin, c'est dans la commune de Banfora. Donc, si ça peut se passer à côté d'un centre urbain comme Banfora, imaginez un peu si on va plus loin. Et il faut effectivement, comme Dabadi l'a dit, il faut qu'on travaille aujourd'hui à désamorcer effectivement la bombe
qui constituent le foncier. Sinon, un jour, on va être encore surpris de voir des conflits communautaires beaucoup plus graves que ce qu'on a vu dans la Comoé. Et ça risque d'arriver très souvent et dans beaucoup de localités. Oui, alors en tout cas, comme Dabadi l'a dit, peut-être qu'il faut déjà prévoir des mécanismes de gestion ou de résolution, de prévention de ce genre de conflits dans les différentes régions ou dans les différentes villes. Oui. Oui, c'est vrai. Inoussa, oui. Mais il faut aller plus loin en mettant un terme à l'impunité. Je pense aussi que c'est l'une des conséquences de notre laxisme au niveau judiciaire. Les choses se passent, on peut citer beaucoup d'autres exemples, mais on ne punit personne. Après, on trouve justement des moyens de nous demander pardon, laissons tomber. Pendant ce temps, les bourreaux et les victimes continuent à se regarder en face. Je sais que c'est un tel qui a tué mon frère ou ma soeur. Et puis, au nom du pardon, on laisse tomber. Non, il faut qu'on aille plus loin. Nous sommes dans une république. En faisant la justice jusqu'au bout. En faisant la justice jusqu'au bout. Il faut punir ceux qui sont coupables. Parce que dans un État sérieux, même quand on a des différends sur les questions des terres, on doit être en mesure de trouver des solutions ailleurs. En allant auprès du juge, ou en tout cas auprès des coutumiers, pour trancher l'affaire. Mais quand on en vient à utiliser des machettes, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements quelque part. Quand on vient à se tuer, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements quelque part. Soit le haut-commissaire n'a pas joué son rôle, soit le préfet n'a pas joué son rôle, soit la justice n'a pas joué son rôle. Et de façon générale, c'est l'État qui, du fait de son laxisme, n'arrive pas à faire face à ce genre de problèmes qui continuent à se multiplier. Ça peut arriver une fois en passant. Mais quand ça arrive et qu'on ne punit personne, mais ça va continuer. Oui, justement, il faut rappeler que dans la même localité, dans le village de Nafona, il y a des personnes qui avaient été tuées, dont même 2 policiers. Donc voilà, donc dans ce genre de conflit foncier. Pour revenir sur la question de justice, on a vu la ministre en charge de la question sur le terrain qui a promis en tout cas qu'il y aura donc justice sur la question. On va attendre de voir. Réaction sur le sujet, dernière réaction avant qu'on parle du Niger en 5 minutes. Je ne sais pas si on peut, est-ce qu'on peut, comment légiférer dans ces conflits fonciers-là. Effectivement, bon, il faut que l'État soit plus regardant. Mais moi, je pense que quand c'est dans des communes urbaines, c'est plus facile que quand c'est dans des communes rurales. Là. Parce que là-bas, la ligne de démarcation entre, bon, c'est les terres de la commune et puis c'est les terres de telle grande famille. Vous savez, dans ces zones-là, bon, il y a souvent des... Parce que oui, je crois que dans ce cas, c'est les grandes familles. Et souvent, telle fratrie de telle famille dit, ah, jusqu'à tel point-là, c'était pour nos aïeux. Et les autres aussi revendiquent. Et je crois que c'est dans le cas d'espèces, et quand un traverse cette zone rouge-là, c'est devenu... Est-ce que l'État, comment l'État peut légiférer dans ces cas-là? Moi, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il faut voir, mais vraiment, moi, je ne sais pas. Parce que et il faut peut-être aussi... Voilà, l'État, c'est... Il faut aussi... Voilà, et il faudra aussi voir le cas des gens qui s'approprient, comme c'est devenu une rente. Voilà, qui s'approprient ces terres-là, bon, et qui les vendent à rigots comme ça, à des gens qui s'enrichissent, et pas seulement les maires, à des promoteurs immobiliers, vous êtes là, d'être précis, voilà, de dire les noms. Voilà, un matin, vous venez, vous trouvez, on est en train de déposer du gravion, du sable, bon, vous demandez, on dit non, ou de clôturer, on dit non, qu'on a vendu. Et quand vous voyagez, vous savez bien, prenez la route de Bobo. Jusqu'à Bobo, maintenant, il n'y a même plus de village. Vous voyez des hectares qui sont ceinturés par des murs. Et on dit c'est pour des gens qui sont à Ouaga. Ils ont tout, ils ont des agro-businessmen qui n'ont d'agro-businessman que de nom. Parce que si ces gars-là sont des agro-businessmen, je suis le pape. Parce que c'est voilà, donc c'est pas possible. Vous gardez la parole donc Dieudonné Zoumbrana pour parler donc du Niger en 30 secondes. Lundi dernier, une attaque terroriste contre le camp militaire situé dans la région d'Inatest, donc à la frontière avec le Mali, donc a fait 18 morts et 4 disparus dans les rangs de l'armée nigérienne. Quel commentaire? Bon, d'abord, nous avons fait un éditorial. C'est un travail pratique pour les chefs d'État qui sont actuellement réunis. Voilà, donc et nous avons titré la ZLEC. La ZLEC, c'est bien, mais la sécurité, c'est encore mieux. Voilà le titre de notre éditorial. Donc, je pense que c'est un cas pratique pour les chefs d'État. Et le fort d'un chemin, c'est que le thème principal soit chassé par
un thème plus urgent. Donc, d'actualité. voilà, d'actualité. Mais ceci dit, je pense que, et les rapports qui viennent de toutes parts, estime que le Niger, on l'a dit ici, malgré ses maigres moyens et autres, aujourd'hui ne fait plus partie du maillon faible. Parce que le maillon faible dans le G5, c'est dit dans les rapports, c'est le Mali et le Burkina. Donc ça peut arriver, mais je pense que c'est un pays qui se bat comme il peut pour vraiment circonscrire vraiment ce mal-là. Mais ceci dit, je pense que il faudra soit mettre le G5 en place ou trouver autre chose, parce que ces genres d'attaques-là ne vont pas cesser. Dabadi le disait tout de suite, il y a un léger mieux même au Burkina, mais on n'en est pas encore, je l'ai dit, au terrorisme résiduel, et le Niger fait bien de le dire, il se bat, mais seul il n'y peut rien, et il faudra, j'espère que les chefs d'État qui vont clôturer leurs travaux dans le sommet de l'Union africaine, ce 8 et 9 juillet, vont encore, en tout cas, essayer de déblayer des pistes pour vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est la sécurité. Il nous reste juste quelques minutes, on va permettre aux autres de réagir sur la question. Inoussa. Ce qui est arrivé est déplorable et on ne peut que souhaiter que... C'est généralement les mêmes questions qui se posent. On s'est dit c'est un camp militaire, comment des terroristes ont pu arriver jusqu'aux portes, puisqu'ils ont fait exploser des véhicules kamikazes à la porte avant de rentrer à moto. Comment mais où les terroristes ne peuvent comme pas ça arriver peuvent se produire? Je ne vois pas un endroit où ils ne peuvent pas arriver. Ils peuvent arriver partout. Voilà pourquoi nous devons mutualiser les forces. On sera dans une redite, dans des répétitions, mais nous devons simplement apprendre à vivre avec ce terrorisme-là et nous donner les moyens de les repousser hors de nos frontières. D'accord. Oui, Dabadi. Oui, je pense que c'est d'abord un pied de nez fait aux chefs d'État qui sont aujourd'hui en travaux parce que l'attaque est intervenue juste avant. Donc c'est pour donner le signal, l'alerte. Et je pense qu'au-delà de ce message, on peut l'analyser sous deux angles. Le premier angle, c'est que c'est un message pour signifier aux autorités nigériennes et ses partenaires que quelles que soient les actions qu'ils vont mener sur le terrain, ils trouveront toujours des espaces de liberté pour agir. Rappelez-vous que cette attaque est intervenue juste quelque temps avant que l'État nigérien ait mené des ratissades dans la zone d'Inata. Donc c'est une zone extrêmement importante pour ces djihadistes parce que c'est une zone tampon entre le Burkina, Niger, Mali. Donc c'est une zone qui permet à toutes sortes de bandits de mener toutes sortes de trafics. Et donc, mais ça peut aussi, sous le second angle, si vous me permettez, signifier que ces djihadistes sont en train de jouer aussi leur survie parce qu'on les a traqués dans une zone où qui constitue en fait leurs ions en quelque sorte. Donc si on arrive à les déloger de cet espace, ça n'est fini pour eux. Et voilà pourquoi il faut tenir dur. Et ça pourrait expliquer le mode opératoire. Parce que quand on fait appel au kamikaze, c'est pour dire que les autres modes opératoires sont inopérants. D'accord. Oui, dernier mot sur le sujet. Je rebondis sur ce que Dabadi a dit, effectivement. C'est que cette attaque-là intervient après une série d'actions de part et d'autre, que ce soit du côté de la frontière avec le Burkina, du côté de la frontière avec le Mali, avec les forces françaises, les forces américaines. Donc, on a comme l'impression qu'on a peut-être pu reconcentrer ces acteurs-là dans un territoire où effectivement il faut qu'ils fassent parler le feu pour montrer qu'ils tiennent, ils existent toujours et ils tiennent toujours la route. Parce que quand vous regardez l'attaque qui est faite, toutes les conditions ont été mises, en tout cas ils ont pris toutes les dispositions pour que ce soit suffisamment spectaculaire. En envoyant d'abord des kamikazes et ensuite un deuxième groupe qui vient pour attaquer. Donc tout a été fait pour que l'aspect spectaculaire et qui peut donner le message habituel des terroristes là puisse passer. Et du reste, c'est l'une des rares attaques qui est revendiquée ces derniers temps. Et ça a été très rapidement revendiqué pour montrer effectivement que comme on appelle l'État islamique au Grand Sahara, effectivement, est toujours présent et a toujours une force de frappe. Et en même temps aussi, comme les chefs d'État étaient au Niger, c'était l'occasion effectivement de leur dire que nous sommes toujours là et que ou peut-être que c'était une façon de dissuader aussi la tenue du sommet pour que les gens disent l'insécurité au Niger, les terroristes ont pris plus ou moins une certaine proportion, donc on ne peut pas
à y aller. Mais bon, si c'est ça, si ça fait partie du message, c'est raté parce que les chefs d'État y sont. Oui, en tout cas, la capitale nigérienne qui est sous très haute insécurité depuis donc le début de ce sommet de l'Union africaine. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso, Inoussa Ouedraogo de Bendré, alors Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Bouraima Ouedraogo du journal Le Reporter. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.